15 h sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministère de l'Environnement a organisé un atelier national sur les procédures modélistes de financement pour le Fonds vert pour le climat. Et 2 Palestiniens tués à Gaza dans des frappes israéliennes malgré la poursuite du cessez-le-feu. Voilà pour les titres, bonjour à tous. L'actualité de ce week-end, c'est l'inauguration ce matin à Arta par le président de la République du mémorial de la paix. Arta, un symbole de dialogue, de réconciliation et de paix somalienne. Cette inauguration vient dans le cadre du 25e anniversaire de la conférence historique de la réconciliation somalienne. C'était en 2000 dans la région d'Arta. Le mémorial de la paix d'Arta, symbole vivant d'un tournant historique dans la diplomatie régionale et la quête de réconciliation en Somalie. Plus qu'un lieu où se tenue la conférence de réconciliation, la région d'Arta incarne le berceau d'un événement majeur. Il rend hommage à une page lumineuse de l'histoire écrite sous le signe du dialogue de la restauration de la paix en Somalie après des années plongées dans le chaos et la guerre civile. Sous l'impulsion du président Ismaël Omar Guelleh, cette conférence a connu une série de négociations des différents prenants pour mener à bien le but de la conférence de réconciliation d'Arta et mettre en place un gouvernement. Et cette partie a été gagnée par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La conférence d'Arta 2000 a été fondée sur l'écoute, la neutralité et le respect des acteurs locaux en plaçant la société civile et la diaspora au cœur du processus. Djibouti avait démontré donc qu'une solution durable ne pouvait venir que de l'intérieur du pays et non d'imposition extérieure. Cette philosophie du dialogue est devenue une marque de fabrique reconnue pour la République de Djibouti sur la scène régionale, continentale et internationale. Et nous reviendrons plus en détail sur ces 2 célébrations, notamment le 25e anniversaire donc, de la conférence de réconciliation et de paix pour la Somalie dans la région d'Arta et l'inauguration du mémorial de la paix d'Arta dans les éditions à venir. Dans le reste de l'actualité, l'ambassade de Turquie en République de Djibouti a tenu hier soir une cérémonie
vibrante pour commémorer le 102e anniversaire de la fondation de la République de Turquie. Cet événement, empreint d'une atmosphère chaleureuse et amicale, a vu la participation de nombreuses personnalités officielles, des membres du gouvernement djiboutien, du président de l'Assemblée nationale, des hauts responsables et personnalités civiles et militaires, des diplomates des pays amis à Djibouti, des représentants des forces étrangères stationnées et un public composé de citoyens djiboutiens et turcs également au rendez-vous. La soirée a débuté par une projection illustrant l'histoire de la Turquie, mettant en avant les progrès notables réalisés au fil des décennies. Et les invités ont eu également l'opportunité d'écouter un discours du président Erdogan présenté par une représentante de l'ambassade turque à Djibouti. La célébration s'est poursuivie dans une ambiance festive où les convives ont pu déguster un dîner gala mettant à l'honneur la gastronomie turque tout en partageant des moments de convivialité. Cet événement a non seulement célébré une étape historique pour la Turquie, mais a aussi contribué à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Turquie et Djibouti. Et la soirée commémorative s'est terminée par un tirage au sort au cours duquel plusieurs prix et cadeaux ont été remis aux heureux gagnants. Et dans un discours prononcé à cette occasion, l'ambassadeur de Turquie à Djibouti a présenté ses meilleurs vœux à l'occasion de cette fête nationale. Il a souligné les relations fraternelles qui unissent les deux pays, mettant en avant la coopération étroite et amicale qui existe entre la Turquie et Djibouti. On l'écoute. C'est un immense honneur et un grand plaisir de vous accueillir ce soir à l'occasion du 102e anniversaire de la fondation de la République de Turquie. Permettez-moi tout d'abord de m'exprimer ma plus vive fierté de représenter Turquie au sein de ce pays frère. Nous entretenons non seulement d'excellentes relations, mais aussi des liens historiques et profonds entre les deux peuples, des relations qui se sont ancrées au fil du temps. Chers invités, il y a plus d'un siècle, sous la direction visionnaire de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, la Turquie a entrepris une transformation sans précédent. De la lutte pour l'indépendance, le 29 novembre 1923, est née une république fondée sur les idéaux de liberté et de souveraineté nationale. Je voudrais souligner à cet égard que nous partageons la position ferme et digne de Djibouti, qui a toujours su défendre la justice et le droit du peuple palestinien. Évidemment, nos deux pays se trouvent unis dans cette conviction. La paix véritable doit s'enraciner dans la dignité humaine. Et pour sa part, représentant le gouvernement djiboutien, le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsamadili, a souligné l'importance des liens économiques et culturels entre les deux nations, tout en réaffirmant l'engagement de Djibouti à renforcer ses relations dans les années à venir. C'est un immense plaisir pour moi de me joindre à vous ce soir pour célébrer la fête nationale de la République de Turquie. Au nom du gouvernement et en mon nom propre, je tiens à adresser à nos frères et sœurs turcs mes vœux les plus sincères de prospérité, de paix et de bonheur à la nation turque. Excellence, cette journée qui marque la fondation de la République
par le leader turc Mustafa Kemal Atatürk est un moment de fierté pour toute la nation serbe turque qui rappelle l'esprit de résilience et la vision pour un avenir meilleur. Comme vous le savez, les relations entre Djibouti et la Turquie n'ont cessé de se développer ces dernières années, notamment à travers nos échanges commerciaux qui ont considérablement augmenté, mais aussi par le biais des visites officielles de part et d'autre et de la mobilité des personnes, hommes d'affaires, touristes, mais aussi étudiants. Nous pouvons aussi souligner le dynamisme des échanges parlementaires, également avec un groupe d'amitié djibouto-turc qui a multiplié les échanges de visites. Cela démontre une volonté politique partagée au plus haut niveau à Ankara et à Djibouti de maintenir ces relations à un niveau exemplaire. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec la FAO, a organisé ce matin un atelier portant sur le renforcement des capacités des procédures modélistes de financement du Fonds vert pour le climat. Cet atelier visait principalement à renforcer les capacités des parties prenantes nationales afin de permettre une appropriation effective des procédures du Fonds vert pour le climat, présenter les fondamentaux et nouveautés du FVC et expliquer le manuel de procédure de l'AND et la procédure de non-objection de Djibouti. À travers cet atelier, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en sa qualité de point focal du Fonds vert pour le climat, a vu la nécessité de mettre en place un tel programme, et ce en vue d'une meilleure compréhension du fonctionnement du Fonds vert pour le climat et surtout d'accès à ces fonds. Un pilier de son développement durable, en mobilisant acteurs et ressources pour transformer sa vulnérabilité en force. En tant qu'entité accréditée du Fonds vert, la FAO soutient les pays dans la formulation, la mise en œuvre et le suivi des projets d'adaptation et d'atténuation. Notre partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, Djibouti, s'inscrit dans cette dynamique. Grâce au programme Readiness du Fonds vert climat Djibouti, ce programme a élaboré sur l'ensemble du territoire un programme pays pour le Fonds vert climat. Il a adopté aussi un manuel de procédure et un mécanisme de non-objection. Mesdames et messieurs, cet atelier n'est pas seulement une formation, mais un espace de dialogue et d'appropriation. C'est l'occasion d'affiner les procédures nationales, de mieux comprendre les instruments Fonds vert climat et de préparer ensemble des projets inclusifs, durables et bancables. Nous disions donc que le ministère de l'Environnement avait organisé, en collaboration avec la FAO, un atelier donc portant sur le renforcement des capacités des procédures modélistes de financement du Fonds vert pour le climat, et un atelier donc qui avait été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, que je vous propose d'écouter à présent. La lutte contre les effets de l'impact du changement climatique est devenue une préoccupation internationale à laquelle les nations du monde doivent apporter des réponses idoines. En effet, ce fléau de temps moderne constitue l'une des menaces les plus graves pour notre planète et pouvant saper les efforts de développement économique déployés par les nations du monde, et particulièrement pour les pays en voie de développement. En l'espace de quelques années, les changements climatiques sont devenus l'affaire de tous, une question multidimensionnelle et multisectorielle avec une myriade de solutions possibles. Mesdames et messieurs, vous conviendrez bien avec moi que les différentes actions de lutte contre le changement climatique nécessitent des financements colossaux. Ainsi, pour financer ces projets, la communauté internationale a mis en place une panoplie de mécanismes de financement tels que le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds d'adaptation, le Fonds pour les pays les moins avancés, ainsi que le Fonds pour les partenaires bilatéraux, pour ne citer que ces fonds. En complément de ces instruments financiers, en 2010, lors de la COP16 à Cancun au Mexique, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique a établi un nouveau mécanisme de financement dénommé le Fonds vert pour le climat.
Ce mécanisme, devenu opérationnel depuis 2013, a pour objectif d'accompagner les pays en développement à mieux mettre en œuvre leur stratégie de lutte contre le changement climatique. Mesdames et messieurs, afin d'accélérer le processus de mise en œuvre des actions de lutte contre le changement climatique, Djibouti a initié plusieurs projets Readiness, notamment celui qui nous réunit aujourd'hui intitulé « Renforcer les cadres stratégiques et le processus pour faciliter l'accès au financement climatique à Djibouti ». À l'occasion de la journée mondiale de l'accident vasculaire cérébral, l'AVC, l'Université de Djibouti a organisé aujourd'hui une conférence scientifique dans le cadre de la deuxième journée neurovasculaire. Et cet événement d'envergure nationale, tenu en partenariat avec le ministère de la Santé et la Société djiboutienne des neurosciences, a réuni un large panel de spécialistes et praticiens de la santé. L'objectif principal de cette rencontre étant de sensibiliser le public et les professionnels sur les enjeux liées à la prévention, au diagnostic précoce et à la prise en charge efficace des AVC, une pathologie qui représente aujourd'hui une cause majeure de mortalité et de handicap dans le monde. La conférence a vu la participation du doyen de la faculté de médecine, le docteur Ali Barré, ainsi que plusieurs neurologues issus du centre hospitalier Pelletier, du service de santé des armées, de la CNSS et de la police nationale. Cette initiative marque une étape importante dans la promotion de la recherche scientifique et de la coopération médicale à Djibouti, tout en soulignant la volonté des autorités sanitaires et universitaires de lutter activement contre les maladies neurovasculaires. Et suivant à présent l'intervention du doyen de la faculté de médecine. La pathologie neurovasculaire, c'est la deuxième journée à Djibouti, est importante parce qu'elle est fréquente. Elle est source de mortalité, d'une mortalité importante, de démence, d'handicap chez les sujets âgés. Et pour toutes ces raisons, il est important de faire des conférences, des réunions, des publications. Il est important pour cette pathologie, sur cette pathologie, qu'on rappelle la nécessité d'un diagnostic rapide, d'un diagnostic urgent, pour passer à un traitement urgemment, car parfois un traitement institué de façon rapide permet de sauver une partie du cerveau. Il est important aussi que nous rappelions les facteurs de risque vasculaire qui sont à l'origine donc de ces pathologies et où il peut y avoir un facteur des possibilités de prévention. Enfin, en tant que doyen de la faculté de médecine, je trouve que jusqu'à présent, il y a eu une seule thèse sur ce sujet et j'aimerais bien que les confrères, les experts dans ce domaine fassent des recherches dans ce domaine, encadrer des thèses et surtout faire des publications parce que c'est une pathologie qui est fréquente et qu'on a la matière. Je vous propose à présent de suivre les impressions des spécialistes et praticiens présents à cette rencontre. Voilà, aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de l'AVC, et vu que l'AVC, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique, nous passons un message de sensibilisation à l'ensemble de la population et qu'ils peuvent directement ou rapidement venir à l'hôpital dès qu'ils vont sentir le signe d'accidents vasculaires cérébraux, des AVC, connus sous le nom des AVC, c'est-à-dire que si d'une façon ou une autre, de façon très brutale, il se retrouve à avoir difficile à articuler, ils sentent que son visage, il y a une partie qui est paralysée ou bien qui ne sont pas à son commande, ou bien parmi ces deux membres, il y a un qui va être plus lourd que l'autre, que ce soit le membre supérieur ou bien le membre inférieur. Dans l'actualité également, l'Agence nationale pour la promotion de la culture a organisé hier au département des archives la cérémonie d'ouverture officielle des archives désormais communicables au public ainsi que la réception officielle des équipements d'archivage mis à disposition grâce au soutien de l'UNESCO. Dans un mot prononcé lors de cette cérémonie, le directeur général de l'ANPC a souligné l'importance de cette initiative qui marque une étape décisive dans la valorisation du patrimoine
patrimoine documentaire national et l'accès du public à la mémoire collective. Il a exprimé sa gratitude envers l'UNESCO pour son appui constant dans la modernisation des infrastructures culturelles et la préservation du patrimoine archivistique. Les équipements remis au département des archives comprennent notamment des rayonnages modernes, des armoires ignifugées, du matériel de numérisation et de conservation, ainsi que des outils informatiques destinés à améliorer la gestion, la protection et la consultation des archives. Cette cérémonie témoigne de la volonté commune de l'ANPC et de l'UNESCO de favoriser la promotion de la culture, la sauvegarde de la mémoire nationale et le renforcement des capacités institutionnelles dans le domaine des archives. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 29 octobre, nous sommes là officiellement aux Archives nationales pour l'ouverture officielle de la salle de consultation, de la numérisation, mais aussi des bornes de consultation et aussi ouvrir au public les archives communicables. C'est une cérémonie officielle pour l'ouverture officielle au public des archives communicables au département des Archives nationales. C'est une fierté pour les Archives nationales, c'est un pas aussi pour nous. Nous avons traversé différentes étapes, la collecte, le rangement, le classement, le tri, le conditionnement et la mise au magasin des différentes archives. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape suivante qui est la communication, l'ouverture au public de ces archives. Ce qui veut dire que tout chercheur, journaliste, chercheur, étudiant peuvent venir aux Archives nationales, s'inscrire auprès de nos archivistes accueil et consulter toutes les archives communicables qui sont disponibles dans nos magasins. Et suivant également la réaction du directeur général de l'ANPC. C'est avec une grande satisfaction et une profonde fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour marquer une étape importante dans le développement des archives nationales. En effet, l'ouverture officielle des archives communicables au public et la réception de nouveaux équipements d'archives mis à disposition grâce au soutien de l'UNESCO Djibouti et Nairobi. Cette cérémonie revêt une double signification. D'une part, elle consacre le droit d'accès du citoyen à l'information et à la mémoire nationale, principe fondamental de transparence et de bonne gouvernance. D'autre part, elle symbolise la modernisation de notre infrastructure archivistique indispensable pour préserver, valoriser et transmettre notre patrimoine archivistique national. Je tiens à adresser au nom de la Direction générale de l'ANPC nos vives félicitations et remerciements à l'ensemble des équipes, notamment à la Direction des services communs pour son appui logistique et administratif, au département des Archives nationales pour sa rigueur, sa constance et son engagement dans la numérisation et la description des fonds mis à la disposition du public. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Ahmed Abbas, et le préfet de la région d'Obok, Moussa Dalmigane, se sont rendus cette semaine au campement de la police nationale de Dalayaf dans le cadre d'une réunion de renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux régions. Les préfets des régions du Nord ont été accueillis par le chef du campement de la police de Dalayaf, le capitaine Ibrahim et le capitaine Ilmi. Cette rencontre avait pour objectif de consolider la coopération sécuritaire entre les deux régions, notamment dans la lutte contre la traite des migrants, la contrebande et le trafic de stupéfiants. Au cours des échanges, les deux préfets ont souligné l'importance stratégique de cette collaboration entre les régions du Nord, rappelant qu'une action concertée et coordonnée constitue le meilleur moyen de freiner la criminalité transfrontalière et de garantir la sécurité des populations. Les autorités du Nord ont réaffirmé leur engagement commun à renforcer la vigilance, à intensifier les opérations conjointes et à maintenir un haut niveau de coordination entre les forces de l'ordre pour préserver la stabilité et la paix dans ces zones sensibles.
En nouvelles du monde, à présent, 2 Palestiniens ont été tués ce jeudi lors d'une frappe aérienne israélienne visant la ville de Beit Lahia au nord de la bande de Gaza, malgré l'annonce par l'armée israélienne de la poursuite du cessez-le-feu rétabli dans la matinée. L'armée israélienne a déclaré avoir mené une frappe aérienne ciblée contre une infrastructure terroriste où étaient stockées des armes destinées à être utilisées immédiatement contre les forces israéliennes et l'État d'Israël. Et malgré la poursuite du cessez-le-feu officiel en vigueur, cette nouvelle série d'attaques fait craindre un effondrement de la trêve fragile conclue il y a quelques jours, alors que la communauté internationale appelle les 2 parties à la retenue et au respect de l'accord. Et le président américain Donald Trump a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord commercial préliminaire avec la Chine portant sur une réduction des droits de douane réciproques et sur la garantie des exportations chinoises de métaux rares. Il a affirmé que cette relation entre Washington et Pékin était actuellement excellente. Et selon le président américain, l'accord prévoit une réduction mutuelle d'environ 10% des droits de douane ainsi qu'un engagement d'1 an de la part de Pékin concernant l'exportation de métaux rares essentiels aux industries technologiques et de défense. Et enfin, l'ouragan Melissa a frappé les Caraïbes, touchant la Jamaïque, Cuba et les Bahamas, avec des vents atteignant les 150 km/h. Les autorités jamaïcaines ont déclaré la zone en état de catastrophe après d'importants dégâts aux infrastructures et des coupures d'électricité, tandis que des milliers de personnes ont été évacuées vers des abris. À Cuba, l'ouragan a provoqué des dégâts matériels considérables, sans faire de victimes confirmées jusqu'à présent. Et la force de l'ouragan a diminué en catégorie 1 en approchant des Bahamas, et son évolution reste suivie de près pour prévoir les zones susceptibles d'être touchées par les vents et les tempêtes dans les prochaines heures. Fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.